Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session de la fonctionnalité Delphi du mardi. Aujourd'hui nous allons parler des versions X7, mais petite particularité, nous allons également parler des versions X6 puisque nous allons aborder le sujet de la gestion de la barre des tâches dans les applications VCL. Mais pour cela, passons directement sur Delphi. Quand je parle de la gestion de la barre des tâches dans les applications VCL, je parle bien entendu de l'icône qui apparaît lorsqu'on a une application qui est lancée dans notre barre des tâches. Ces fonctionnalités sont des fonctionnalités qui sont arrivées à partir de Windows Vista et donc qui ne sont pas valables pour les versions précédentes de Windows. Donc on parle de Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 bien entendu. On va donc voir toutes les fonctionnalités qui sont accessible via l'icône de notre application lorsqu'elle sera lancée et tout ce qu'on a possibilité de faire. On parle bien entendu de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités exclusivement Windows et qui sont donc accessibles seulement dans les applications VCL. On ne parle pas de FireMonkey dans ce cas-là. Commençons donc par créer une application VCL. Je l'ai dit tout à l'heure, on va parler de la X7, mais également de la X6, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans Delphi, pour avoir accès à ces fonctionnalités, on va avoir deux composants, un composant qui est arrivé en X6 et un autre qui est nouveau dans la X7. Pour pouvoir parler de l'ensemble des fonctionnalités de la gestion de la barre des tâches, on va parler donc de la X6 et de la X7. Toutes les démonstrations vont être faites avec Delphi, mais bien entendu, elles sont valables à l'identique avec C++ Builder. Donc j'ai créé une application VCL. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir gérer l'icône de mon application lorsque je vais la lancer. On est d'accord, je vais d'abord aller enregistrer mon projet. Et on va commencer avec le premier composant. Ce premier composant s'appelle TTaskBar, qu'on va trouver dans notre palette d'outils. Voilà, le composant TTaskBar est un composant qui est arrivé en X6, donc qui est valable depuis la X6, et on va voir toutes les possibilités qu'on a avec le composant TTaskBar. Donc si on regarde ce composant TTaskBar, on va voir qu'il a différentes propriétés qui vont nous intéresser et qui vont nous permettre de paramétrer justement l'icône de notre application dans la barre des tâches. On est d'accord que si on exécute notre application, automatiquement dans la barre des tâches, on va retrouver une icône qui apparaît avec la prévisualisation de notre fenêtre. On va voir toutes les fonctionnalités que l'on peut rajouter, tout ce que l'on peut paramétrer dans cette gestion. Pour commencer, on va parler de l'icône. Donc là, dans ce cas-là, pas besoin de composants spécifiques. On va retrouver ça tout simplement dans la gestion de projet de notre application. D'accord? Si on va dans Projet, Options. On va avoir dans Application le paramétrage de l'icône. C'est donc l'icône, l'image que l'on aura dans notre barre des tâches. D'accord? Qui correspond également à l'icône de notre application. Donc on aurait possibilité de changer cette icône et dans ce cas-là d'avoir une autre image. Attention à tous ces paramètres qui sont paramétrables ici. Ces paramètres sont définis par plateforme cible, d'accord, donc Windows 32 bits, mais en l'occurrence dans la VCL on peut également rajouter Windows 64 bits, d'accord. Si je vais ici par exemple, que je clique avec le bouton droit, que je fais rajouter une plateforme, je peux rajouter la plateforme Windows 64 bits. De la même manière, je vais avoir différentes configurations de construction, par défaut debug et release, mais je pourrais en rajouter autant que je veux. Donc si je définis un paramètre ici, par exemple, dans l'application, par défaut je serai en debug et en Windows 64 bits, tout simplement parce que je suis positionné ici en Windows 64 bits et en debug. Si je m'amuse à changer mon icône ici, je vais choisir une autre icône. Prendre celui-ci par exemple. À partir du moment où j'exécute mon application, je suis bien en Windows 64 bits et en debug, on voit bien ici automatiquement que mon icône a été prise en compte. Par contre, attention, si je m'amuse à repasser en Windows 32 bits et que je réexécute mon application, on va voir que je suis sur l'ancienne icône, l'icône qui est par défaut. Tout simplement, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que dans Projet, Options,
Et dans l'application, les paramètres sont définis en fonction de la configuration et de la plateforme cible. D'accord? Donc si je veux définir des choses sur toutes les plateformes en 32 bits, je vais prendre toutes les configurations, et en 32 bits, je vais définir l'icône ici, et ainsi de suite. Donc attention quand vous définissez vos paramètres, de la même manière pour debug et release, et ainsi de suite, d'accord? De bien prendre en compte ce qui est nécessaire. Donc si je me remets ici en Windows 32 bits et en debug, je suis bien avec l'ancienne icône, alors que si j'étais repassé en Windows 64 bits, je suis bien avec le nouvel icône. D'accord? On va remettre l'icône par défaut. Ok, donc ça c'est la première des choses. Lorsque j'exécute une application, dans la barre des tâches apparaît une icône qui est l'icône de mon application. Ensuite, on a, avec notre composant taskbar, pas mal de propriétés qui vont être intéressantes. Une première propriété plusieurs propriétés qui vont m'intéresser sont les propriétés de barre de progression. En effet, il peut être intéressant dans notre application d'avoir une barre de progression lorsqu'on a un traitement en cours, de manière à ce que l'utilisateur, même s'il n'est pas sur l'application, il puisse juste en regardant la barre des tâches voir où en est notre traitement, est-ce qu'il est fini, est-ce qu'il continue, et ainsi de suite. Pour ça, on va retrouver trois propriétés, Progress Max Value, Progress State et Progress Value. Progress Max Value, donc c'est une barre de progression, donc c'est la valeur maximum de notre barre de progression, et Progress Value, c'est la valeur actuelle de la barre de progression, sachant que l'on démarre à 0, bien entendu. D'accord ? Et Progress State va nous permettre d'avoir des affichages différents de notre barre de progression. Pour ça, on va donc par exemple prendre une combo box. D'accord ? Dans cette combo box, c'est Progress State. Je vais mettre différentes valeurs. On va mettre none. On va mettre standard. On va mettre error. Et on va mettre indeterminate. Ces valeurs correspondent tout simplement aux différentes valeurs que je vais avoir ici dans Progress State. None, error, indeterminate, normal. Et j'ai oublié pause. Donc je vais rajouter pause d'ici. Ok, par défaut, on va définir qu'on est sur none. Ensuite, on l'a dit, dans la taskbar, je vais avoir Progress Value et Progress Max Value. D'accord. Pour ça, je vais tout simplement prendre une trackbar. D'accord. Je vais définir dans ma trackbar un max à 100 par exemple, j'ai un min à 0, ok. Et je vais avoir un position, donc que je peux définir à différentes valeurs de 0 à 100. Ok, on va donc mettre un nom. On va sur l'événement onChange de ma trackbar, dire que mon composant taskbar .progress value est égal à trackbar progress.position. On l'a dit, on va devoir également prendre en compte les différentes valeurs de la combo box. Donc pour ça, dans l'événement onChange, je vais pouvoir faire par exemple un case sur cbProgressState.itemIndex. Donc on a 0, c'est none. Donc dans ce cas-là, on va mettre taskbar1.progressState est égal à t taskbar progressState.none. On va faire pareil pour 0, 2, 3. 1, 2, 3 et 4.
Donc le 1, si je me rappelle bien, j'ai mis error. Non, j'ai mis standard, pardon. C'est normal en fait, c'était pas standard, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai mis error. Ensuite j'ai mis indeterminate. Et ensuite j'ai mis posed. Ok, on va juste rajouter dans mon composant taskbar le progress max value qui est égal à 100 tout simplement et qui correspond au max value de ma trackbar. Je vais exécuter mon application. Par défaut, si je suis sur none, même si je mets une valeur à ma trackbar et donc à ma propriété sur mon composant taskbar, je n'ai pas de barre de progression. Il va falloir ici que je passe sur standard, en fait à normal, et on voit automatiquement ici en bas que ma barre de progression s'affiche avec mon icône dans ma barre des tâches. D'accord? Si je vais jusqu'à 100, à 100, je suis bien avec ma barre de progression complète. Si je descends à 0, j'ai bien ma barre de progression qui n'apparaît pas du tout, et plus je vais monter, plus ça va apparaître. D'accord? Donc ça me permettrait de gérer ici un cas où j'ai une tâche. Ok, et même si j'ai ma tâche qui est en cours, même si mon application est réduite, l'utilisateur va pouvoir voir visuellement que j'ai bien ma tâche qui est en train d'être exécutée et que j'ai un traitement qui est en cours. Je peux changer la couleur de cette barre de progression tout simplement en me mettant par exemple en error et automatiquement on va voir que ma barre de progression, quelle que soit la valeur que j'ai, est en rouge cette fois et plus en vert comme c'était le cas dans le mode standard qui est normal. D'accord? Donc ça me permettrait d'indiquer que dans mon traitement, par exemple, il y a eu une erreur et de faire passer ma barre de progression en rouge directement. Je pourrais également mettre en pause mon traitement, d'accord, si j'ai besoin de mettre en pause mon traitement, et dans ce cas-là de choisir le mode paused, et automatiquement on voit que cette fois ma barre de progression est devenue jaune. D'accord? Donc on a le mode où elle est en vert, tout se passe bien, tout est OK. Le mode error où c'est en rouge et le mode pause, dans ce cas-là, on a mis en pause et on mettra. Encore une fois, l'utilisateur va pouvoir voir directement grâce à ces couleurs où en sont les traitements dans mon application sans avoir besoin d'être sur l'application, il aura juste besoin de regarder la barre des tâches. Maintenant, il peut arriver qu'on ait des traitements qui ont une durée indéterminée, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, d'accord. Dans ce cas-là, on peut choisir le mode indeterminate. Et peu importe la valeur que je vais mettre, en fait la valeur n'a plus d'importance, elle est plus prise en compte, on voit que j'ai automatiquement une animation au niveau de ma barre des tâches pour dire qu'il y a un traitement qui est en cours. À moi, lorsque le traitement est terminé, d'arrêter tout simplement en mettant un on, et automatiquement, on voit bien ici, j'ai plus de traitement en cours. D'accord, donc ça c'est une première fonctionnalité qui va me permettre de gérer la barre de progression dans ma barre des tâches au niveau de l'icône de mon application. Je vais également trouver une fonctionnalité assez simple, d'accord, qui est tooltip, qui va me permettre tout simplement de définir une bulle d'aide, d'accord, et lorsque je vais lancer mon application, automatiquement, on va voir lorsque je mets la souris sur mon icône, automatiquement on voit bien la bulle d'aide qui apparaît juste au-dessus de la prévisualisation, hein, on voit bien bulle d'aide. D'accord, à partir du moment où je suis ici, j'ai bien la bulle d'aide qui apparaît automatiquement. En plus de ces fonctionnalités, je vais avoir possibilité d'accéder à l'option Overlay Icon. Tout simplement, encore une fois, lorsqu'on lance notre application, on a possibilité, on voit par défaut, l'icône de notre application. On a possibilité de rajouter un overlay, un icône qui va apparaître en plus au-dessus de cette icône, pour rajouter une image, pour nous donner une information, je sais pas, par exemple sur une tâche, une option qui se précise. À partir du moment où je vais ici, je vais pouvoir aller chercher un icône. Donc je vais prendre cette icône-là, par exemple. Allez. Ok, j'ai bien défini un icône ici. À partir du moment où je lance mon application cette fois, on voit automatiquement que j'ai bien l'icône de mon application, et par-dessus, j'ai cette petite image qui est venue, l'overlay, qui est venu, qui vient de l'icône que j'ai précisé ici. D'accord, donc c'est une fonctionnalité supplémentaire. On va également avoir possibilité de gérer des boutons.
on a vu, lorsqu'on a notre application qui est lancée, on a notre icône, on a une prévisualisation de notre application, et on a possibilité ici, juste en dessous de la prévisualisation, en fait, de rajouter des icônes. Pour cela, on a tout simplement un composant, une propriété, pardon, taskbar button. Si on va dans cette propriété, on va pouvoir ici rajouter un différent nombre de boutons, d'accord. Si je clique ici, je peux rajouter un bouton. Chaque bouton a ses propres propriétés. Une propriété icône, ça va correspondre à l'image que je vais avoir de mon bouton. Je vais aller chercher une image, voilà, celle-ci par exemple. Un int, d'accord, bouton 1. Et également un bouton state pour définir comment apparaît mon bouton. Ensuite, tout simplement, j'ai sur mon composant taskbar un événement onTimeButtonClick, d'accord, qui va être déclenché, avec un paramètre qui est tout simplement le aButtonID, qui va me préciser quel est le bouton qui est cliqué. D'accord, donc si je fais ici par exemple show message bouton plus int to str de aButtonID. Donc si on revient ici, on va créer plusieurs boutons, on va en mettre un deuxième au moins. D'accord, donc je vais rajouter un deuxième bouton. Ici je vais mettre un int bouton 2. Ok. Et je vais aller chercher une autre image en prenant par exemple celle-ci. Ok. Si on exécute maintenant mon application, on va voir, lorsque je suis ici, que je retrouve mes deux boutons, d'accord. Si je mets la souris dessus, on voit bien le int qui apparaît, bouton 1, et ici, le int du bouton 2 qui apparaît. À partir du moment où je clique sur un des boutons, je vais avoir bouton 0, donc d'accord, l'ID qui est passé, c'est le 0. Si je reviens ici, que je clique sur le suivant, c'est le bouton 1. Donc très facilement, je vais pouvoir, en allant sur l'événement qui est ici, taskbar button click, gérer différents cas, faire un case par exemple, ou d'autres choses, pour pouvoir tester le aButtonID et déclencher différentes opérations selon le bouton qui est créé. Mais ce qui est encore plus intéressant, en fait, c'est tout simplement, vous avez dû remarquer, lorsqu'on est ici dans les propriétés des boutons, c'est comme pour les boutons standards, on a la possibilité de rajouter une action, ce qui nous permettra après de jouer directement sur cette action. Donc pour ça, on va supprimer l'événement qui était ici. On va prendre un action list. Je vais double-cliquer ici pour aller créer une nouvelle action, d'accord? Donc on va créer une nouvelle action. Cette action, on va l'appeler ACT bouton 1, par exemple, BT1, allez, BT1. Voilà. On va lui mettre un caption qui est bouton 1. On va lui mettre un int qui est bouton 1. Int bouton 1, par exemple. D'accord. On va créer une autre action qu'on va appeler ACT-BT2. Bouton 2. Bon, le caption ne nous servira pas à grand chose ici. Int bouton 2. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est que bien entendu, sur chaque action, on a une possibilité de faire un execute. Ici, on va faire un show message. 1. D'accord. Hop. Et sur l'action bouton 2, on va faire un show message bouton 2. Ok, si je réexécute... Ah, pardon, il faut d'abord, bien entendu, que je retourne ici, sur les propriétés de mes boutons. Mon bouton 1, cette fois, je vais le rattacher à mon ACT-BT1. D'accord, on voit automatiquement que du coup, on a récupéré le int. Mon bouton 2, on va le relier à mon ACT-BT2. On voit automatiquement qu'on a récupéré le int. On aurait pu également, dans les actions, ici, gérer l'image avec un image index. Il nous faudrait un image list dans ce cas-là.
raccourcis ou autres, il y a plein d'autres choses qui sont définissables dans les actions. Et donc automatiquement, maintenant lorsque je vais aller ici, et que je vais cliquer, j'ai bien bouton 1, le show message, et ici le show message de bouton 2. D'accord, les actions, ça a un autre avantage, c'est que du coup, on peut travailler directement sur l'action et ça aura un impact sur notre bouton. D'accord, si je viens ici, que dans mon ACT button 2, je lui dis que le visible est à false, par exemple. D'accord. On voit maintenant ici que dans la prévisualisation, je n'ai plus que le bouton 1 et je n'ai pas le bouton 2 puisque le visible de l'action est donc reporté sur le bouton et donc forcément le bouton 2 n'est plus accessible. D'accord, donc deux possibilités pour les boutons, soit de gérer l'événement on thumb button click directement et de ne pas mettre d'action sur les boutons, ou on pourrait gérer les deux, avoir les actions et également gérer l'événement sur la taskbar. Soit rattacher ça à des actions et du coup gérer toutes les options sur les actions, le hint, l'état, est-ce qu'il est visible, est-ce qu'il n'est pas visible, l'image et ainsi de suite. D'accord, et pour terminer, on va parler d'une autre fonctionnalité qu'on a sur la taskbar qui est le Preview Clip Region. En fait, vous avez dû remarquer ici que lorsque je mets ma souris sur mon icône dans la barre des tâches, je vois une prévisualisation de ma fenêtre. Alors bien entendu, si jamais vous faisiez des vieilles applications en mode MDI, vous verriez automatiquement la fenêtre qui est sélectionnée. Enfin, tout ça c'est géré automatiquement, il n'y a pas de problème. J'ai possibilité de modifier cette prévisualisation ou de modifier en fait la partie de la fenêtre que je vais vouloir utiliser pour cette prévisualisation. En fait, ici j'ai un Preview Clip Region et j'ai possibilité ici de lui dire, si je ne veux pas la prévisualisation de la totalité de la fenêtre, quelle est la région sur cette fenêtre que je vais vouloir visualiser, d'accord? En précisant, le left, le top, c'est une zone, hein, donc left, on va prendre 0 et 0, par contre en hauteur, on va prendre 100, et en largeur, on va prendre 150, par exemple. Automatiquement, maintenant, lorsque je vais relancer mon application, on voit que je n'ai pas la prévisualisation de la totalité de la fenêtre, mais simplement de la zone que j'ai précisée dans le Preview Clip Region. Attention, si vous vous amusez à modifier ces options-là à l'exécution, d'accord, si on revient ici, d'accord, dans ce cas-là, on n'a plus de Preview Clip Region, automatiquement, on voit bien qu'on a la prévisualisation de la totalité de la fenêtre, mais on pourrait vouloir modifier ça durant l'exécution de l'application pour pouvoir montrer que la zone qui nous intéresse au fur et à mesure, d'accord. Donc on va se faire ici un change clip region. Okay. Ici, si je m'amuse juste à faire taskbar1 preview clip region donc left est égal à 0, top width 8, top width 8, d'accord, 200, ici on va mettre 80 par exemple, voilà. Si je fais, donc j'ai bien ici la prévisualisation de la totalité de ma fenêtre, si je clique ici et que je reviens ici, j'ai toujours la prévisualisation de la totalité de ma fenêtre, tout simplement parce qu'il faut que je indique au composant taskbar qu'il y a eu un changement au niveau de la prévisualisation. Et pour ça, je vais avoir un apply clip area change. En fait, on se rend compte qu'on a des apply pour toutes les différentes options, d'accord. On voit qu'on a bouton change, ou alors on a certaines où c'est pas vraiment nécessaire. On a vu tout à l'heure que sur le progress, on n'avait pas forcément besoin de forcer l'apply, mais il y a certaines fonctions, comme les boutons, si vous vous amusez à changer les boutons à l'exécution, il faudra faire un apply button change. Mais sur la zone de visualisation, il va falloir que je fasse également un apply clip area change. Donc ici, j'ai bien la prévisualisation de la totalité de ma fenêtre. Ici, je clique là. Et là, cette fois, quand je reviens ici, j'ai bien la prévisualisation seulement de la zone concernée. D'accord? Donc j'ai pris juste 80. Pas génial parce que du coup, on ne voit pas grand-chose. On va monter les composants. Voilà. Et on va en profiter du coup pour rajouter un autre bouton.
Et on a également une fonctionnalité il faut juste que je me rappelle comment elle s'appelle. C'est Clear Clip Arrière, voilà, qui me permet de revenir en arrière et d'avoir la prévisualisation de la fenêtre en entier, comme on l'avait initialement. D'accord, donc ici j'ai bien la prévisualisation de la totalité de ma fenêtre. Quand je clique ici, j'ai bien la prévisualisation seulement de la zone concernée. Et quand je reclique ici, je vais bien avoir la prévisualisation de la totalité de la fenêtre. D'accord, donc on a vu avec le composant taskbar comment on pouvait générer plusieurs fonctionnalités, gérer plusieurs fonctionnalités au niveau de notre barre des tâches, d'accord. Comment on pouvait gérer en fait l'icône qui apparaît, les prévisualisations, les boutons et ainsi de suite qui apparaissent. Maintenant, on va voir un deuxième composant qui va me permettre de gérer autre chose au niveau de la barre des tâches. C'est la gestion du clic avec le bouton droit. D'accord ? Quand on clique avec le bouton droit sur notre icône, on a la possibilité d'avoir accès à plusieurs informations. Par défaut, lorsque je vais exécuter mon application et que je clique avec le bouton droit, je vais avoir accès aux fonctions par défaut qui sont gérées en standard par Windows, mais on va voir comment on pourrait rajouter certaines fonctionnalités. Et pour ça, on va utiliser un nouveau composant, d'accord, qui est un composant qui s'appelle JumpList, tJumpList. Et ce composant-là, par contre, est un composant qui est une nouveauté de la version X7, donc on va retrouver seulement à partir de la version X7. Donc ce composant JumpList, ce tJumpList, va me permettre, encore une fois, de gérer des fonctionnalités au niveau de la barre des tâches. Par contre, on l'a dit, c'est ce qui va me permettre de gérer tout ce qui concerne le clic avec le bouton droit, en fait, sur notre icône dans la barre des tâches. Donc si on regarde ce composant, on va retrouver différentes propriétés, d'accord. Et on va retrouver une première propriété qui est intéressante, qui est la propriété TaskList. Cette propriété TaskList va me permettre de rajouter des tâches, en fait, lorsqu'on va cliquer avec le bouton droit, dans notre barre des tâches. Pour ça, si je clique ici, je vais pouvoir rajouter différentes tâches, d'accord. Une tâche, c'est quoi? C'est tout simplement un friendly name, d'accord, donc un nom, tâche 1 par exemple. Des arguments, on va voir après pourquoi. Un icône éventuellement, ok, sinon ça sera l'icône de l'application par défaut. On pourrait avoir une tâche qui est juste un séparateur. Et on va avoir une propriété pass. En fait, il y a différentes manières de gérer les tâches, d'accord. La première des manières, c'est tout simplement d'aller dans le pass et de faire un lien vers une autre application qu'on va vouloir exécuter à partir de notre tâche. Ça serait par exemple le notepad.exe. D'accord? Donc je vais mettre invisible à true. Je pourrais mettre une autre tâche, d'accord, dans laquelle je vais mettre tâche 2. Et ainsi de suite, je pourrais créer autant de tâches que je veux. Il ne faut pas oublier au niveau de notre composant JumpList de mettre le enable à true, d'accord. On a également un auto-refresh qu'on peut mettre qui rafraîchira lorsqu'on fait une modification dans le code ou autre. Maintenant, lorsque je vais exécuter mon application et que je vais cliquer avec le bouton droit ici, on voit maintenant que j'ai deux tâches, d'accord, qui apparaissent dans une rubrique qui est la rubrique tâches. Et je vais pouvoir cliquer sur ces tâches. En l'occurrence, on se rappelle que la première tâche, je l'ai liée à une application. Donc si je clique sur tâche 1, automatiquement, en fait, le bloc-notes va être lancé. Donc la première des possibilités sur mes tâches, ça va être de lier mes tâches à une autre application que je vais vouloir exécuter. D'accord? Donc on l'a vu, lorsque je suis ici dans ma JumpList, ici dans TaskList, je vais pouvoir ici définir une tâche, et pour ça il me suffit de mettre un pass, donc d'aller pointer vers l'application que je vais vouloir lancer. Automatiquement, quand je cliquerai sur cette tâche, je lancerai cette application. J'ai possibilité, lorsque je lance cette application, de lui passer des arguments, bien entendu, d'accord, si elle a besoin, donc de pouvoir lui préciser des arguments.
Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire cette tâche, je ne veux pas qu'elle lance une autre application, mais je veux qu'elle la récupérer, qu'elle fasse des actions au niveau de mon application, en restant au sein de mon application. D'accord. Donc pour ça, il va falloir que je le fasse d'une manière un petit peu spécifique, en fait, tout simplement parce que si on regarde sur mes tasks, je n'ai pas d'événement on-click, par exemple, d'accord, et au niveau de mon composant jump list, je ne vais pas avoir non plus d'événement pour me dire j'ai cliqué sur telle ou telle tâche. Donc tout simplement, en fait, lorsque je ne précise pas de passe, sur mes tâches, lorsque je ne précise pas de passe, d'accord, ici j'ai mis un pass sur la task 1, mais sur la task 2, si je ne précise pas de passe, automatiquement c'est ma propre application qui est réexécutée, d'accord, l'exé de mon application qui est réexécutée, et à moi de lui passer des arguments de manière à pouvoir les traiter. Donc si je ne veux pas avoir plusieurs instances de mon application, donc ça pourrait être intéressant d'avoir plusieurs instances de mon application, si je ne veux pas avoir plusieurs instances, il va falloir que je mette en place tout un système, avec les mutex par exemple, pour savoir si je n'ai pas lancé plusieurs instances de l'application, récupérer les arguments, et ainsi de suite. D'accord ? Donc on va voir maintenant comment on pourrait mettre ça en place pour gérer les tâches tout en restant au sein de notre application. Donc on va voir comment on peut maintenant, avec ces tâches, gérer différentes tâches au sein de notre application. Encore une fois, je l'ai dit, lorsqu'on est ici, qu'on crée des tâches, la première solution, c'est dans le pass d'aller pointer vers une application. L'autre solution, c'est de ne rien mettre dans le pass, et dans ce cas-là, on relancera l'application, d'accord, avec les arguments qu'on aura passés ici, en paramètres, d'accord. D'ailleurs, si on s'amuse ici à réexécuter notre application, on va bien voir ici, lorsque je clique avec le bouton droit, que je vais sur tâche 1, que je lance le notepad. Par contre, lorsque je clique avec le bouton droit et que je vais sur tâche 2, je relance bien une autre instance de mon application, alors que je ne lui ai rien précisé dans le pass. Donc, je pourrais faire le choix de dire, ok, je fais le choix de pas intégrer ça à mon application, d'avoir bien des instances séparées, en récupérant ce que j'ai eu en paramètres, d'accord, c'est ce que j'ai indiqué dans les arguments, avec en récupérant les paramètres, le lancement de l'application, ça se fait facilement. Mais le choix qu'on va avoir, c'est plutôt de dire, nous on veut rester au sein de la même application, récupérer le paramètre qu'on avait, et l'afficher par exemple, ou faire une action selon ce paramètre. Donc pour ça, par exemple, on va prendre un mémo, d'accord. Dans ce mémo, on fera le choix d'afficher le paramètre qu'on récupérera. On va revenir donc ici et sur mes deux tâches. En fait, ici, je vais mettre un argument, donc tâche 1, tâche 1, ok. Ici, je vais enlever ce qu'il y a dans le pass pour ne pas lancer le notepad, mais pour bien relancer notre application. Et ici, arg, tâche 2. D'accord? Donc, je pourrais avoir différents paramètres. Il me suffit de les séparer par des espaces. D'accord? Comme je le ferai quand je lance une application en ligne de commande en me passant des paramètres. D'accord? Donc, pour ça, il va falloir faire appel à différentes API Windows. Pour gagner du temps, j'ai déjà une unité ici que je vais récupérer. Dans cette unité, en fait, tout simplement, j'ai une fonction enum pour récupérer la liste des fenêtres qui sont disponibles, d'accord, et un activate Windows pour simplement activer mon application en lui passant la classe de la fenêtre, d'accord, directement pour que ça réactive mon application. Donc avec le enum, il va pouvoir ici directement, quand on lance le Activate Window, on voit qu'il va aller chercher en fait avec le enum ma fenêtre, d'accord, et s'il la trouve, dans ce cas-là, il va lui passer en paramètres les paramètres, donc les arguments qu'on a eu directement en paramètres à mon application, via un message qui est WM copy data. D'accord, donc ça, cette unité est déjà prête. Ici, je vais juste faire un Alt F11 pour utiliser, d'accord, pour qu'il rajoute tout simplement dans le useIs, ici, mon unité que je viens de rajouter. Et par contre, ce n'est pas suffisant, puisqu'il va falloir tout simplement, lorsqu'on lance l'application,
aller vérifier justement si il y a déjà une instance de cette application, et si oui, d'aller faire le Activate Windows pour justement lui passer en paramètre les différents arguments que j'aurai. Pour ça, on va faire ça dans le source du projet. Ok. On va rajouter ici l'unité Windows. D'accord. Et on va tout simplement créer ici un mutex. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve assez facilement hein, sur Internet. C'est pas particulier à la X7. D'accord. Et on va faire un create mutex. D'accord. Ok. Pas de paramètres. Initial owner, no. Et on va donner un nom à notre mutex. On va l'appeler démo mutex par exemple. Ensuite, on va vérifier si on trouve une autre instance de ce mutex. D'accord. Donc pour ça, on va faire if wait for single object, dans lequel on va passer notre mutex, hmutex, d'accord, virgule 0. Et si on est différent de wait timeout, ça veut dire que dans ce cas-là, mon mutex n'existe pas. Donc dans ce cas-là, il faut que je fasse hop, ce que je fais habituellement quand je crée mon application. Et sinon, dans notre cas, je vais tout simplement faire appeler la fonction Activate Windows hein, que j'ai ici, en lui passant tout simplement tform1, la classe de ma fenêtre qui est form1, donc tform1. Ok. Donc ça va juste me permettre, lorsque je vais cliquer et que mon application est déjà relancée, d'accord, si je réexécute directement ici, d'accord, que je clique avec le bouton droit ici, que je reclique sur tâche 1, on voit qu'il y a eu un léger clignotement sur l'application, hop, et en fait, il a bien relancé la même application, et donc il a vu qu'il y en avait une qui tournait, donc il a relancé automatiquement l'application. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les arguments que j'ai mis sur mes tâches, d'accord, pour pouvoir, selon les arguments, faire différentes opérations. On l'a dit tout à l'heure, dans le Activate Windows, ça se passe via un message qui est WM copy data, donc il faut que je récupère ce message dans ma fenêtre. Donc pour ça, je vais faire une procédure, d'accord, je vais appeler copy data, d'accord, avec un var msg qui est de type, ah oui, il faut que je rajoute ici shell API var msg, donc ici on va mettre un twm copy data, d'accord, puisque c'est le type du message. Et tout simplement que c'est le message WM copy data. Ok, CTRL SHIFT C. Et ici dans mon copy data, on va prendre une variable qu'on va appeler argument. Non, voilà. De type string. On va faire un setLength de argument msg.copy data struct.cbdata. Ok, pour initialiser ma variable argument, salon de cœur. Et ensuite on va faire un strcopy de pchar de argument, et dedans on va lui passer ce qu'on a dans msg, copy data struct.lpdata.
Ensuite, on va dire que argument, juste pour le caster, est égal à pchar de argument. Et tout simplement, on va rajouter ça dans notre mémo. Add argument. OK. Donc si je réexécute maintenant mon application, que je clique avec le bouton droit ici, que je vais sur tâche 1, on voit bien que je suis resté sur mon application, mais j'ai bien arg tâche 1. D'accord. Si je vais relance tâche 2, j'ai bien ici arg tâche 2. D'accord. Donc ici, on le rajoute dans le mémo. Maintenant, ça serait à moi ici de dire, dans le cas de tâche 1, je fais tel ou tel traitement. Dans le cas de tâche 2, je fais tel ou tel autre traitement. Et ainsi de suite. D'accord. Ce qui pourrait être intéressant également, c'est de dire que si je prends un fichier, par exemple, et que je fais un drag and drop sur mon application, d'accord, ben, je pourrais de la même manière récupérer les informations du fichier, par exemple. D'accord. Donc ça serait un argument, en fait, de la même manière. OK. Donc pour ça, en fait, tout simplement, on va lui dire dans notre application, dans le form create, on va lui dire déjà d'accepter le drag de fichier, d'accord, en lui passant le handle et le accept à true, OK. Et pour pouvoir accepter, enfin, donc là on lui a dit d'accepter, pour pouvoir récupérer ce qui passe lors du drag and drop, on va tout simplement faire une procédure drop file, var msg, et là on va tout simplement récupérer le message drop file, message wm drop file, d'accord, CTRL SHIFT C, voilà. Et ici dans mon drop file, on va faire une variable n fichier, integer, ok, fichier string. Et ce qui pourrait être bien, c'est de dire que lorsqu'on fait juste ce drag and drop, ça pourrait être bien de dire qu'on va rajouter ça en fait dans notre barre ici. De la même manière qu'ici on a les récents, on pourrait se faire une catégorie, d'accord. En fait, si on regarde dans notre composant jump list, dans nos propriétés, on a possibilité de créer des catégories, d'accord. Donc custom catégorie. Je vais pouvoir aller ici créer une nouvelle catégorie, d'accord. Fichier drop par exemple. Alors ça c'est son nom, je pourrais rajouter manuellement des items, d'accord, la catégorie étant visible, mais là on va le faire par le biais du code. Chaque fois qu'on fait un drop, on rajoutera ça dans notre liste d'items, d'accord, mais dans une catégorie particulière, pas dans les tâches, d'accord, ça sera une autre catégorie. Il y a deux choses, ce qui est dans les catégories qu'on a créées, plus ce qui est dans les tâches. On verra également ensuite qu'il y a ce qui est utilisé fréquemment et récemment. Voilà. Donc pour ça, en fait, dans mon événement ici, drop file, d'accord, je vais me faire une variable jump item, d'accord, qui est de type t jump list item, ok. On va commencer par récupérer le nombre de fichiers, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, d'accord, donc c'est pour ça qu'on a fait une variable n fichiers, d'accord. On va dire que c'est égal tout simplement à drag query file de msg.drop. Ok. nil,0. Ok. Hop, c'était un dollar là qu'il me fallait. Voilà. Ensuite, on va faire un try finally. Ok, ça on s'en fiche. Dans le finally, on va tout simplement faire le drag finish, d'accord, de msg.drop. Ok. Et ici, donc, on va faire un setLength
de fichier 2024 par exemple. On va faire un drag query file msg.drop toujours virgule i pchar de fichier 24 x 2 puisqu'on est en Unicode maintenant. Je dois avoir une parenthèse en trop ou en moins. 1, 2, 3, 1, 2, voilà, c'est bon. Ensuite, on a fichier qui est égal à, qu'on va caster, hein, pchar de fichier, hop. On va ensuite, tout simplement, on va rajouter ça d'abord pour commencer dans notre mémo. .add fichier. D'accord, donc si on fait juste ça directement, que je réexécute. Donc prenons par exemple ici une image, d'accord, je fais un drag and drop sur mon application. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, pardon, je suis bête. Ici, j'utilise i, mais je ne fais même pas ma boucle sur. D'accord, donc on est d'accord ici qu'on fait un for i point est égal à 0, tout n fichier moins 1, puisqu'on a récupéré le nombre de fichiers ici. D'accord. Begin, hop. And, voilà. Donc, recommençons. Je réexécute l'application. OK. Voilà, automatiquement, on récupère bien ici en paramètres le nom de mon fichier, d'accord, directement. Donc, je pourrais le faire. Du coup, on a tout ça, vu ça, hein, dans Word, dans Excel. Je peux faire un drag and drop du fichier et l'ouvrir automatiquement. Donc, du coup, je pourrais le gérer de la même manière. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de pouvoir, du coup, récupérer le nom de ce fichier ici, dans ma liste d'éléments. D'accord. Donc, pour ça, ici, après avoir ajouté, on va tout simplement instancier mon jump item. On se rappelle, on a créé une variable jump item. Donc, deux points égal jump list, donc qui est mon composant jump list, point custom catégorie, d'accord, parce que mon item il va devoir être rattaché à une catégorie, donc nous on en a créé qu'une, donc on va prendre la 0, point item. Dans cette catégorie, on va rajouter un item, point add as t jump list item. D'accord, donc on rajoute un item dans ma catégorie et on le met dans ma variable jump item. Ensuite, tout simplement, jump item point friendly name, on va mettre un extract file name de fichier, d'accord, et on va mettre que jump item point argument, par exemple, hein, est égal à fichier. Ok, si je réexécute ici, je reviens ici dans mes images, d'accord, je fais un drag and drop ici, ok, de mes différentes images. Et on va voir ici qu'automatiquement, dans ma catégorie fichier drop, je vais trouver mes différents éléments. Alors on est d'accord que ici, si je clique ici, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il me repasse en paramètre, en fait, mon application, tout simplement, parce qu'on a fait que ça relancer l'application, et ça passe en argument, ben, comme j'ai mis en argument le nom avec le chemin. Alors pourquoi j'ai deux lignes? Tout simplement parce qu'il y a un espace là, donc pour lui c'est deux arguments séparés. Il y a le premier argument qui est là, et le deuxième argument qui est là.
Mais on le voit donc très facilement, on peut également, en plus des tâches, rajouter des éléments dans une liste avec la catégorie qu'on veut, et on pourrait ainsi construire notre liste avec le clic sur le bouton droit de la souris. Pour terminer, on va juste voir une dernière chose avec notre jump list, c'est tout simplement on a deux options qui sont show fréquente et show récente. Je vais les cocher, les mettre à true. Ensuite, je vais aller ici, par exemple, session 1. Ici, on va se faire un nouveau document texte. D'accord, test. Au lieu de mettre ctxt, on va dire que c'est jump list, l'extension. Hop, pardon, on va y arriver. Test.jump list, voilà. Oui. Automatiquement, donc, je vais lancer mon fichier pour pouvoir le rattacher à un type d'application. Hein. Je pourrais le faire directement sur les options, d'accord, du fichier. Sinon, comme il est rattaché à rien du tout, il va me demander si je veux sélectionner un programme. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon fichier, mon exe, d'accord. -1. On est toujours en Win32. Debug, -1. Automatiquement, il va rattacher mon exe au fichier de type jump list, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé. Hop, supprimer ça, j'ai rattaché, je me suis trompé, on va faire juste on va changer l'extension pour gagner du temps. Hop, on va aller sélectionner notre programme, parcourir. Pourquoi il me l'a pas... Pourquoi il me le prend pas? Ouvrir. Simplement, il me semble que, hop, on va l'appeler -b, enregistrer. Ok. Voilà, tout simplement parce que -1 était déjà rattaché à autre chose, d'accord. Je vais lui dire d'ouvrir toujours ce programme, ok. Lorsque je clique maintenant sur mon fichier, automatiquement, on est d'accord, ça lance mon application. Jusque là, c'est normal. Je pourrais faire un deuxième fichier et celui-là, pareil, à partir du moment où il y a la même extension, ça lance bien mon application. Mais ce qui va me permettre surtout, lorsque je vais cliquer avec le bouton droit maintenant ici, de voir dans les récents et dans les fréquents. Donc je ne gère pas la liste des récents et des fréquents, c'est géré automatiquement. Juste en ayant
cocher ici le show fréquent et le show récent. Automatiquement, en cliquant avec le bouton droit ici, je vais pouvoir visualiser quels sont les fichiers récemment ouverts et fréquemment ouverts sur mon application. Voilà, on termine donc cette première session de la fonctionnalité Delphi du mardi, dans laquelle on a vu aujourd'hui comment gérer la barre des tâches dans nos applications VCL. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans les prochaines sessions. Merci encore, bye bye.